Bonsoir et bienvenue à tous. Dans cette édition, nous parlerons du va-et-vient improbable pour des gens du voyage qui sont ballottés entre la Beige et la Croix-Falgarde. Le détail avec Jérôme Bolloc. Politique, le Front National à Toulouse pour les municipales de 2014. Et enfin, le Cartoon Forum, autrement dit du dessin animé dans toute la ville et un marché de la production audiovisuelle. Avec nous pour en parler, nous avons en plateau Christian Davin. Bonjour. Bonjour. Je nomme président de Cartoon Forum. Désireux de se sédentariser, pris dans un tourbillon juridique, ils ont acheté un terrain à la Croix-Falgarde mais ne peuvent y résider. Une affaire qui traîne depuis 5 ans. Nous parlons des gens du voyage. Un sujet de Maxime Valoudendic et de Marie Larpan. C'est ici qu'auraient dû s'installer ceux que l'on appelle les 7 familles de la Croix-Falgarde. En 2007, elles achètent ensemble ce terrain agricole d'1,5 hectare pour 150 000 € avec la volonté de s'y installer. Problème, le terrain est répertorié comme inconstructible et inhabitable. Ils ne peuvent pas aller sur leur terrain parce que même en étant propriétaire, en France, on ne peut pas habiter n'importe où. Il y a des règlements d'urbanisme, il y a des protections. Et là, nous avons notamment un terrain inondable, zone rouge, donc inhabitable, pas de caravane, pas de maison. Et aussi, il est en protection d'un site classé, le château de la Croix-Falgarde. Dans l'impossibilité de vivre sur leur propriété, les familles décident d'occuper la base de loisirs de la Croix-Falgarde. Les pouvoirs publics, dont la communauté d'agglomération du sud-est toulousain, le Sicoval, tentent alors de trouver un terrain à échanger aux familles. Un protocole d'accord est signé en mars 2012. Les familles obtiennent une propriété à la Beige. En attendant sa viabilisation, un terrain provisoire est mis à leur disposition. C'est un terrain qui est devenu insalubre. On est resté déjà tout l'hiver, on est resté plus d'1 an dessus. Et on est entre l'autoroute, on est à peu près à 10 mètres d'une autoroute, sous une ligne à haute tension. Les 7 familles ont donc réinvesti la base de loisirs de la Croix-Falgarde depuis dimanche. Aujourd'hui, leur réclamation est simple, que les signataires respectent le protocole d'accord et que le terrain promis leur soit cédé. On nous dit qu'il n'est pas constructible, donc c'est pas possible de le donner. Mais il y a 2 ans, dès qu'on a signé le protocole d'accord, ce terrain, il était toujours à la même place, hein, et il avait toujours le même statut. Les services de l'État, la DDE, ont contrôlé ce terrain pour regarder si c'était possible. Les services du Sicoval ont regardé et ont étudié ce terrain pendant des mois pour regarder si c'était possible. C'est pas un papier qui a été signé du jour au lendemain. De son côté, le Sicoval affirme rester saisi du dossier. Nous sommes très clairement toujours à la recherche d'un terrain sur lequel ces forains pourront s'installer de manière définitive. En attendant une sortie de crise, les familles comptent rester sur la base de loisirs. Elles se disent déterminées et envisagent une action coup de poing pour se faire entendre. Une opération escargot doit être organisée sur le périphérique toulousain à la fin de la semaine. Alors Jérôme Bolloc, vous suivez cette affaire depuis maintenant quelques années. Sommes-nous dans ce qu'on appelle un casse-tête administratif? Comme vous venez de le voir, la situation dure quand même depuis 5 ans, depuis qu'on leur a signifié qu'ils ne pouvaient pas rester sur le terrain qu'ils avaient acheté. C'est un terrain agricole, il n'est pas viabilisé et il est inondable. Ouais. Alors les gens du voyage, eux, ne sont pas de cet avis, car ils ont pu y vivre plusieurs années avant d'en être expulsés le 21 juillet 2010. Là, on leur a trouvé des solutions provisoires. Ils sont passés par Merville, La Barthe-sur-Lèze et Scalquins en juillet 2012. On leur trouve un terrain à la Beige, mais ce terrain est sans électricité et sans évacuation des eaux usées. Là, ils n'en peuvent plus. Ils attendent une solution qui n'arrive pas. Alors, il faut quand même savoir que le protocole d'accord signé avec la communauté d'agglomération, le Sicoval, en mars 2012, prévoyait un échange entre leur terrain de la Croix-Falgarde et un terrain à la Beige. Cette solution a été tout simplement abandonnée sous prétexte que le métro, comme on le sait, va bientôt arriver à la Beige. D'autres terrains ont été suggérés, mais il ne se passera rien. Pour preuve, un courrier du Sicoval en mai dernier dit grosso modo qu'on ne fera rien avant les élections. Alors ils ont bien tenté, les gens du voyage ont bien tenté de faire appel à la justice. J'ai là le référé du jugement, voilà. Et donc l'affaire étant repoussée à 2014, la justice ne peut pas statuer en urgence. Donc alors, là encore, on peut dire, je n'aime pas employer ce mot, mais elles sont otages des municipales de 2014 en fait. Clairement, on le sait, hein, faut bien savoir, faut bien voir, on le sait que c'est très compliqué pour les maires de prendre ce genre de décision juste avant les élections municipales. Oui. Alors là, il y a eu un retour donc à la Croix-Falgarde. Les enfants sont maintenant inscrits à l'école, donc ces gens ont toute légitimité à rester ou pas? Tout à fait. Ils sont allés donc inscrire leurs enfants lundi à l'école de la Croix-Falgarde. C'est vraiment le signe qu'ils veulent se sédentariser.
Ils tiennent à ce qu'on sache d'ailleurs qu'ils travaillent, ils sont soit dans le bâtiment, soit dans le spectacle. D'ailleurs, c'est l'une des raisons dans le sujet pour lesquelles on ne voit que des femmes. Les hommes n'ont pas envie que l'on connaisse cette situation par rapport à leur travail. Oui, tout à fait. Où en est-on de manière générale au niveau du gouvernement sur les aires de voyage? La loi est très claire. Hein. Pour des communes de plus de 5000 habitants, les communes de plus de 5000 habitants doivent faire une aire d'accueil. Alors selon Manuel Valls, on est loin du compte, je cite le ministre, le taux de réalisation des aires d'accueil est à peine de 52%, il est de 29% donc pour les aires de grand passage. Je vous rappelle quand même que la loi a 13 ans. Dans le département, il n'y en a qu'une d'aire de grand passage à Saint-Gaudens, alors qu'il devrait y en avoir 5. Merci Jérôme. En mai dernier, la Dépêche du Midi publiait un sondage qui plaçait le Front National à 8% pour les municipales de 2014 à Toulouse. Le candidat frontiste s'appelle Serge Larose. Pascal Solaire l'a rencontré. De retour de Marseille où se déroulait le week-end dernier l'université d'été du FN, Serge Larose, tête de liste pour le Front National lors des prochaines municipales, affiche ses intentions. Ce que nous souhaitons, c'est entrer nombreux au Capitole au mois de mars prochain, c'est-à-dire, comme vous le savez, dépasser 10% au premier tour. Premièrement, nous diminuerons la fiscalité locale, qui a augmenté avec M. Cohen, évidemment. Nous n'augmenterons pas la dette, évidemment, ce qu'il faut payer tous les mois, il faudra bien le payer. Nous n'augmenterons pas la dette, non. Troisièmement, nous nous impliquerons sérieusement dans la sécurité des biens et des personnes, c'est fondamental. Et puis, en priorité, nous réserverons toute l'aide sociale aux Français. On sait ce que font presque tous les pays du monde. Je trouve tout à fait normal que dans la situation où nous sommes, les logements sociaux, les emplois, les marchés publics soient de préférence donnés à des Français. Ça me paraît de la bonne logique. Pour Serge Larose, l'affaire du bijoutier de Nice qui a abattu un cambrioleur est un jalon de plus pour le FN. Les événements français et étrangers travaillent pour nous, tout ce qui se passe en France, que les Français voient, et puis les responsables politiques qui travaillent pour nous. Nous avons été les seuls à soutenir tout de suite le bijoutier de Nice. Voilà, ça, je pense que 90% des Français trouvent que ce monsieur a eu raison de se défendre. Voilà, les autres, ils sont très gênés. Nous, on n'est pas du tout gênés dans ce genre d'action, dans ce genre de prise de position. Rappelons qu'aux dernières municipales en 2008, le FN avait renoncé à présenter une liste. Des mauvais sondages et la perspective de voir la campagne non remboursée expliqueraient cette décision. En 2001, la liste conduite par Serge Larose avait obtenu 4,03% des voix au premier tour. Politique toujours, aujourd'hui François Fillon sur son blog a déclaré qu'il avait toujours combattu les alliances avec le Front National et qu'à titre personnel, jamais il ne voterait pour un candidat FN. Jean-Luc Moudinque, le candidat UMP toulousain qui recevra Jean-François Copé pour un meeting demain, le mercredi 18 septembre au phare de Tournefeuille, a déclaré dans Objectif News que François Fillon aurait mieux fait de se taire. Jérôme, êtes-vous plutôt voiture, vélo, marche à pied ? J'aime bien le vélo et la marche à pied, moi. Mais j'ai quand même une voiture, donc je suis coupable. Est-ce que vous connaissez la ligne Linéo ? Oui, j'en ai entendu parler. Vous savez que c'est la ligne la plus empruntée du réseau toulousain avec 16 000 voyageurs par jour. Elle relie le quartier des Sept-Deniers à la cité de l'Hers. C'est ce qu'on appelle une ligne structurante. Un reportage en mouvement signé Maxime Van Dolendik. Si vous empruntez la ligne 16, vous avez peut-être remarqué du changement. Depuis le début du mois, Tisséo applique un nouveau label sur la ligne la plus empruntée du réseau. Son nom, Linéo. Début et fin de service calqué sur le métro, fréquence de passage accrue, la Linéo promet d'offrir un service similaire au tram, là où il fait défaut. On est sur les mêmes dispositifs d'information sonore et visuelle des voyageurs. On a des bandes d'information voyageurs qui seront à chaque quai, qui vont exprimer le temps d'arrivée du prochain bus. Là aussi, vraiment, on est très très proche d'un service du tramway. Les installations ne sont pas encore complètes, mais plusieurs aménagements ont déjà été réalisés. Fini le simple poteau pour signaler l'arrêt de bus. Tous les quais ont été rehaussés pour être à une hauteur compatible avec le bus. Ils ont été tous allongés pour accueillir les nouveaux bus de 20 mètres qui auront désormais 4 portes. Et ils sont tous équipés d'abris pour avoir, alors certes, le plan du réseau, mais également un banc pour attendre le bus. Pour voir d'autres lignes Linéo, il va falloir attendre un peu. À partir de 2015, une seule adoptera le label chaque année. Les prochains à passer au blanc et au jaune seront les bus de la ligne 64. Bonsoir Christelle Dao, vous êtes en direct avec nous, place du Capitole. Derrière vous, je vois un écran de cinéma. Que va-t-il se passer ce soir à 21h ?
Oui, bonsoir Jean-Marc. En effet, ce soir, nous sommes place du Capitole où va se dérouler la première séance de cinéma en plein air à l'occasion du festival, du Cartoon Forum qui débute ce soir à Toulouse pour la 2e année consécutive. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Cartoon Forum, c'est le grand rendez-vous professionnel du film d'animation pour la télé. En prime cette année, une ouverture au grand public. Pendant une semaine, les Toulousains vont pouvoir profiter du festival avec des projections gratuites dans différents endroits de la ville, comme ici ou encore au Bazacle, mais également à la Maison du Vélo. Pour les intéressés, la Cinémathèque organise également des ateliers de cinéma d'animation pour les jeunes et les moins jeunes. Merci Christelle, ne prenez pas froid et bonne projection pour ce soir. Christian Davin, ça tombe bien, vous êtes le monsieur de Cartoon Forum, le président. Alors Cartoon Forum, on peut expliquer, donc il y a une partie qui est grand public et il y a une partie qui est réservée aux professionnels. On peut dire que c'est le grand rendez-vous européen pour tout ce qui est film d'animation pour la télévision? Absolument. Ce n'est ni un marché ni un festival. C'est un rassemblement de professionnels, producteurs, acheteurs de toutes sortes, diffuseurs, que ce soit les télévisions classiques, les gens du web, de la vidéo, les distributeurs, tout le monde. Ouais. À peu près un peu moins de 1000 personnes, autour de 900 personnes. Et ce forum rassemble donc les producteurs avec tous leurs partenaires et autour de projets qui sont présentés selon un programme tout à fait précis, avec des durées codées, oui, et ça, en fait, face à chaque projet. Donc les gens disent oui, j'aime pas, il me semblerait que... Enfin, c'est très organisé. Chacun, c'est-à-dire que pendant que Jérôme Bollock remet ses micros, par exemple, lui a un projet, il veut le présenter au Cartoon Forum ici à Toulouse, et en face de lui, il a des producteurs allemands, ou des diffuseurs allemands, des diffuseurs français, absolument, belges. Alors, chaque projet, il y a environ 8 projets par jour qui sont montrés. Ouais. Même un petit peu plus, pardon, puisqu'il y en a 68, donc on pourrait faire un calcul rapide. Je pensais à une salle en particulier. Et lorsque ces projets sont présentés, eh bien, c'est à une heure donnée et viennent les diffuseurs, les acheteurs qui veulent. D'accord. Et ils ont un petit code barre et quand ils entrent, ils sont repérés, ce qui fait qu'à la suite, les producteurs peuvent ensuite les solliciter, leur demander ce qu'ils ont pensé, et éventuellement leur écrire et les embêter beaucoup. Je me tourne vers Jérôme Bollock. Est-ce que vous connaissez les lapins crétins, Jérôme? Oui, c'était un jeu, il me semble, non? C'était un jeu, oui. Christian Davin, vous confirmez, on va voir des images dans ce temps. Ubisoft, c'était un jeu qui a formidablement réussi. Et c'est une des rares fois où un jeu vidéo a trouvé son envol éditorial en série. C'est absolument hilarant. Alors c'était des jeux complètement stupides, qui duraient 10 secondes, je crois, c'est très court. Le titre était assez évocateur. Et on en a fait des personnages, somme toute, peut-être pas attachants en sens classique, mais quand même très amusants. Très dans la mouvance. On voit une sorte de duel avec des poules qui... Voilà. On tire à la poule, en fait, ce sont des œufs. Il y a la dynamique du jeu qui est quand même toujours là, mais il y a une vraie histoire. Ouais. Alors là c'est un exemple, donc ça passe sur France Télévisions. Est-ce que, par exemple, ce qui se passe en France, est-ce qu'il y a des productions françaises qui passent un peu partout, je sais pas, en Croatie, en Espagne Alors, l'animation, ça coûte très cher, donc il faut rassembler à la fois plusieurs pays en amont pour le fabriquer et ensuite le vendre dans beaucoup de pays. Et il se trouve qu'en plus, c'est un avantage énorme, c'est qu'il n'y a pas de version originale, puisque on fait bouger des lèvres avec des moyens modernes, aujourd'hui des ordinateurs, avant avec des pinceaux, mais on peut littéralement mettre la voix que l'on veut sur les images. Donc tout est en version originale. Quand un de nos dessins animés est diffusé aux États-Unis, je parle pour les Français, les enfants américains sont convaincus que c'est un dessin animé américain. C'est ça en fait. Ouais. Pareil en Croatie, pareil, voilà. Donc mais même nous, quand on était enfants, au temps de l'île aux enfants, je crois qu'il y avait Chapi Chapeau, il y avait l'Alinéa, en fait, on croyait que c'était français, pas absolument. Du tout. Mais Charabia d'ailleurs. Ça a bien marché. C'était à l'époque où il y avait une ou deux chaînes de télévision qui offraient aux enfants. Aujourd'hui, vous avez les chaînes classiques, historiques, qui offrent des programmes au sein de leur programmation généraliste, plus des chaînes spécialisées. Justement, quels sont les créneaux favoris pour ces chaînes-là? C'est quoi, les créneaux favoris pour les chaînes historiques, celles qui sont généralistes, on va dire, eh bien, c'est le moment où les enfants s'arrêtent, c'est-à-dire soit leur journée de repos, le matin de préférence. Alors, il n'y a plus de mercredi matin, attention, maintenant, ce sera mercredi après-midi. Absolument. Et en plus, il faut prendre en compte les activités des enfants. Donc, en général, ça colle assez bien à leur emploi du temps. Il y a avant l'école, il y a après l'école. On ne conseille pas aux enfants de regarder la télévision tout le temps, mais c'est un peu quand même l'idée. Et puis, par contre, sur les chaînes jeunesse, c'est toute la journée. Alors, Jérôme, il y a une question qui vous brûle les lèvres, je sens. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de productions françaises? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de mangas, enfin de choses japonaises, etc. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup, en fait? Alors, il y a aujourd'hui, d'abord, on produit à peu près en France chaque année une vingtaine de séries, ce qui est quand même pas mal. Et on ne les produit pas seuls, comme je disais tout à l'heure, on les fait avec différents pays européens ou même avec des pays non européens d'ailleurs.
il y a, on va dire, 40% de la diffusion qui est d'origine française, parce qu'il y a beaucoup de rediffusion aussi. Il y a le stock qui se renouvelle chaque année, plus les anciennes séries, puisque le public enfantin se renouvelle. Un enfant peut revoir déjà, en toute conscience, un programme plusieurs fois, mais en plus, quand son petit frère ou sa petite sœur arrive, pour lui, c'est du tout neuf. Donc finalement, ça s'enchaîne. Donc finalement, on a du français et de l'européen. Il faut parler européen, puisque au fond, on travaille beaucoup entre pays européens. L'Europe réussit bien à ce niveau-là. Mais aussi des achats assez considérables, d'où des États-Unis, certes, toujours, du Japon, toujours, mais aussi d'autres pays européens, et maintenant de Corée du Sud. Les Coréens du Sud sont ici à Toulouse. On va les voir chaque année dans une réunion, une espèce de forum coréen, maintenant où on amène les Européens sur place pour développer des liens avec cette nouvelle partie du monde qui est bourré d'idées, de créativité aussi, comme on a pu l'être. Nous, ici à Toulouse, on a une chance folle. On a ce qu'on appelle les TAT, les studios qui ont fait les As de la jungle, qui vont être diffusés sur France Télévisions. Il y a aussi une série qui a été découverte, qui s'appelle Kiwi, qui avait été découverte l'an passé. Ils étaient venus défendre leur projet. Ils disaient, bah, nous, on a un projet, on veut le défendre. Et là, ça va être diffusé donc sur un média. Absolument, c'est diffusé. Et par ailleurs, vous parliez tout à l'heure de TAT, il faut dire qu'ils ont fait, c'était Spike, qui a été vendu dans le monde entier. Universal le distribue en vidéo. Et c'est distribué, les vidéos Universal sont distribuées dans le circuit Walmart, qui est un peu le Carrefour américain. Et là, sur XVO Film, donc ce qu'on voit, c'est donc un programme pour apprendre l'anglais de façon ludique. C'est un programme bilingue. Absolument. Ça, ils sont friands, ça, les producteurs, c'est-à-dire de l'animation, plus ou moins faite à la main, éventuellement. Alors, vous voulez dire ce type d'animation avec Oui, alors il faut savoir que ce qui a l'air d'être fait à la main, souvent est fait par ordinateur, comme si c'était fait à la main. Ce qui est assez formidable. Donc, on a gardé le rendu des vieilles techniques. Pour la plupart du temps, maintenant, il s'agit de méthodes informatiques qui reprennent le papier découpé, qui reprennent le stop motion, qui reprennent toutes ces choses-là. C'est assez formidable. Faire du neuf avec du vieux, mais c'est toujours bien. Voilà, Cartoon Forum, ça c'est le programme pour ce qui se passe dans la ville de Toulouse. C'est gratuit, c'est pour tout le monde, et ce qui se passe aussi dans la région, puisqu'il y a différentes communes qui participent à l'événement. Merci Christian Davin. On se retrouve l'an prochain pour la 3e édition. Jérôme, si je dis David Scrella, vous connaissez? Ah oui, grand joueur qui a commencé à Colomiers et ensuite qui a été au Stade Toulousain, évidemment. Et voilà, donc c'est un grand joueur international, tout le monde l'a connu aussi à Toulouse. Et là, il revient dans son club d'origine, l'US Colomiers, en Pro D2. Un sujet de François Guerle et de Samuel Prieur. Après 3 journées de championnat de Pro D2, David Scrella a démontré que son retour à Colomiers ne tenait pas de la pré-retraite. 95 minutes de jeu et 24 points inscrits. Il participe au bon début de saison de son club, actuellement 5e. Comme lors de ses débuts en 98-99, il ne jouera pas forcément tous les matchs. Mais la différence, c'est le vécu de 15 saisons pro au Stade Français, Stade Toulousain et à Clermont qu'il peut apporter. J'aurais pu rester en top 14 dans d'autres clubs. Mais j'ai envie de rentrer chez moi, me poser aussi un peu et puis voilà, rentrer dans mon club formateur pour essayer d'apporter mon expérience maximum à ce club et à ce groupe. Un club familial où l'on se réjouit du retour du fils prodigue et l'on attend plus de lui qu'un rôle de simple tête d'affiche. C'est quand même une figure du club, c'est une image. Il est arrivé à Colomiers quand il avait 6 ans. Il peut aider à franchir un nouveau cap. Il peut, sur des matchs où nous aurons peut-être un dernier temps à gérer, David, avec son expérience, peut-être pourra être très très important à ces moments-là. Après un exploit à Mont-de-Marsan, Colomiers reçoit Carcassonne ce week-end, un autre gros morceau. Et David Scrella est aussi là pour éviter de s'enflammer. Carcassonne, on les a joué un match de préparation, une équipe très solide, très costaud, avec des joueurs aussi de top 14 qui sont descendus en Pro D2. Donc voilà, on sait que tous les matchs sont compliqués, vu que le top 14 élève son niveau de jeu, la Pro D2 aussi. Donc voilà, c'est un championnat long et compliqué. Avec déjà un succès pour Colomiers, celui de faire à nouveau parler de lui et de regarder vers la première moitié du classement de Pro D2. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Jérôme Bollock. Et merci aussi à Alain Sorat pour le soutien technique avec Christelle Daou, place du Capitole en direct. À demain.